algérienne et avec Telefono Azzurro. Et ce partenariat a été très, très intéressant. Chacun des webinaires nous a permis d'être plus conscients par rapport à ce ministère, par rapport à cet apostolat qui est vraiment essentiel là où nous sommes et quoi que nous fassions. Nous, en tant que religieux, nous sommes obligés de partager ces connaissances avec d'autres. Et afin de faire cela, l'USG va aider et organiser des webinaires afin que vous puissiez les utiliser et les partager avec d'autres. Nous souhaitons traduire les présentations dans les différentes langues et aussi les sessions vont être traduites aussi au portugais. Il va y avoir une langue supplémentaire. Donc voilà, c'est pour vous aider à partager cette information qui est très intéressante et que vous avez reçue de plusieurs personnes qui ont présenté ici. Et maintenant, on va présenter la personne qui va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le professeur Ernesto Cafo. Merci infiniment, sœur Pat. Bienvenue, bienvenue professeur. Après cette courte introduction, nous en arrivons à cette présentation, à notre présentation du professeur auquel je souhaite la bienvenue. Ernesto Cafo est le professeur ordinaire de neuropsychiatrie infantile auprès du département des sciences biomédicales, métaboliques et de neurosciences à l'université des universités de Modène et Reggio Emilia. Il est directeur de l'école de spécialisation de neuropsychiatrie infantile auprès de la faculté de médecine et de chirurgie à l'université de Modène et Reggio Emilia. Il est professeur associé de psychiatrie infantile à la Yale University aux États-Unis. Il est membre aussi de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Il est membre en tant qu'expert de politique de l'enfance et de l'adolescence des conseils d'administration de grandes organisations européennes internationales qui sont dans le domaine des droits des personnes et droits des mineurs. Et par exemple, les GIMEC, l'International Center for Missing and Exploited Children, MCE, etc. Il est fondateur et président de l'association SOS Téléphone Azzurro Onlus. Il est président de la fondation Child pour l'étude et la recherche sur l'enfance et l'adolescence. Il est directeur scientifique du programme International Research Seminar in Child and Adolescent Mental Health. Il est membre de l'équipe de l'ERICE, donc c'est un autre groupe. Il est membre de la commission sur Child Diversity du groupe World Mental Health à l'université de Harvard, qui est dirigé par le professeur Ron Kessler. Il est auteur de nombreux livres et aussi d'articles. Et il est aussi chevalier de la République italienne. Merci infiniment, professeur, pour votre participation d'aujourd'hui. Et je vous demande de parler, voilà. On vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je suis très sensible à la cause des enfants. Et bien sûr, je suis très impliquée dans tout cela, dans Telefono Azzurro aussi. Je vais commencer à vous parler des sujets qui ont à voir avec le confinement, donc auquel nous sommes en train de faire face ensemble. Alors, je vais commencer par une citation qui a à voir avec une phrase prononcée par le Saint-Père lors de la conférence de 2017 qui parle de l'enfance, bien sûr. Il dit que la vie de chaque enfant est unique. Et ça, c'est très important. L'enfance
est un moment précieux. Chaque enfant a le droit à sa dignité et à la sécurité. Et ce sont des paroles qui veulent dire que l'enfant doit être placé au centre. Quels sont les effets du Covid sur le bien-être de ces enfants? Alors, donc nous partons des droits des enfants. Les droits, ce sont des droits que l'on connaît, hein. C'est une charte qui a été signée par tout le monde, sauf les États-Unis, en 89. Et dans les 54 articles, on parle du sens, de la signification de l'enfance. Et les droits de l'enfant doivent être des droits comme les droits de l'homme, des droits qui sont mis au centre, euh, et ceci veut dire que les enfants deviennent des sujets, et les enfants donc sont et doivent être considérés comme des individus, comme des sujets de droit, non pas des objets. Ils ne doivent pas être victimes. Donc ils sont sujets, ils ont leurs droits fondamentaux, ils doivent être protégés et écoutés, ils doivent pouvoir exprimer leur avis, ils doivent pouvoir utiliser leurs compétences. Et donc cela veut dire que ces enfants doivent être toujours au centre de notre attention dans le monde des adultes, les enfants, les parents, les éducateurs, la politique, tous doivent prêter attention à ces enfants. Donc, tout ceci, donc l'enfant, c'est un sujet qui va évoluer depuis sa naissance. Il est soigné par les personnes qui sont autour d'elle. Et quand il n'y a pas ces figures qui prennent soin de l'enfant, eh bien, il faut qu'il y ait d'autres figures de substitution qui lui permettent de devenir un sujet à chaque fois plus autonome, où il peut exprimer ses idées et où il peut être au centre de droits réels, de droits vrais, qu'il faut respecter. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas laisser les enfants de côté, il ne peut pas être victime d'abus. Donc, nous devons penser que actuellement, les enfants sont devenus un peu partout presque invisibles, dans le sens que, à cause de la pandémie, eh bien, les enfants ont, sont beaucoup moins présents dans les communautés. Ils sont fermés, ils sont enfermés, ils sont isolés, et comme si le monde, les institutions, la politique ne s'étaient pas rendu compte de l'importance des enfants. Et donc, nous pouvons dire que les mesures qui n'ont pas été adoptées, surtout sanitaires, ont modifié radicalement le contexte de la vie des enfants. Ces mesures sanitaires ont été des mesures pour protéger surtout la communauté du virus. Et donc, il y a eu des conséquences. Et cela a des conséquences sur la vie des personnes, sur la vie quotidienne des personnes. Ces mesures ont porté dommage à l'économie dans les différents pays, et cela aura des effets même à long terme. Ça changera la vie de beaucoup. Et ceci veut dire aussi que ce virus, lorsque ce virus disparaîtra, eh bien, il aura laissé derrière lui des conséquences économiques, sociales et de relations, et puis aussi des questions de santé mentale. Donc, nous devons être prêts à donner des réponses différentes qui seront dédiées aux enfants. Un élément qui a été très difficile, ça a été le manque d'instruments pour les enfants
Si la famille n'est pas en mesure de donner à ses enfants des bonnes réponses, des soins, une protection, etc., beaucoup de fois, il y a eu des dommages vis-à-vis des enfants, des violences, des abus au niveau de la famille. Les familles, parfois, ne sont pas en mesure de donner les soins dont les enfants ont besoin. Et comme on l'a dit, les enfants doivent être au centre de cette éducation, de ce soin, et parfois ça n'a pas été possible. La fermeture des écoles dans beaucoup de pays dans le monde a été une source de souffrance pour les enfants, aussi au niveau des aliments, parce qu'ils jouissaient de repas équilibrés et ça n'a pas été le cas. Au niveau sanitaire, au niveau d'un endroit où ils pourraient demander éventuellement de l'aide s'ils en avaient besoin, etc. Donc tout cela a disparu et le fait que la fermeture des écoles a été un élément très négatif. Il y a eu aussi des structures d'accueil qui ont été fermées également. Et quand on pense à ces enfants qui parfois sont dans des situations difficiles. Lors de ce Covid, alors le Covid a, disons, mis en péril les droits, surtout pour les enfants qui étaient déjà dans des situations défavorables. Donc, ces enfants vulnérables, ces familles vulnérables, est très difficile. Pensons au risque qu'il y a dans les familles de ne pas pouvoir donner les soins adéquats à cause des parents qui n'ont pas justement la capacité de le faire et donc ils n'ont pas eu en ce moment aussi l'aide d'autres institutions ou d'associations ou autres qui auraient pu les aider dans cette situation. Alors, plus de 90% des enfants à travers le monde ont été, selon les données de l'UNESCO, ont été affectés par ces fermetures d'écoles. Et cette fermeture est arrivée avant d'autres fermetures et la reprise de l'école a été très retardée. On a ouvert d'autres activités commerciales et autres, mais on a attendu pour les écoles. Et ceci a porté les enfants de vivre des situations très délicates, très difficiles, car ils n'ont pas eu de rapport avec d'autres, sauf des rapports online, donc par Internet. Donc le monde digital, le monde online, leur a permis de continuer à lire leurs études, même si le monde de l'école a été pas préparé à ce changement si soudain. On a eu beaucoup de bonne volonté de part et d'autre, mais cependant, ça n'a pas été vrai pour tout le monde. Parce que les petits de 0 à 6 ans, ils n'ont eu aucun accès aux services de l'éducation. Et puis, dans les écoles, à cause de ce manque d'attention, il n'y a pas eu une espèce d'assistance alternative à l'école classique. Et donc, les petits-enfants, eh bien, ils n'ont pas reçu les soins adéquats. Et puis, ceux qui ont pu travailler online, qui étaient plus grands, parfois il y a eu un manque d'ordinateurs, un manque de Wi-Fi stable. Et ceci a apporté aussi aux enfants qui étaient déjà en difficulté précédemment, qui n'avaient pas des réponses adéquates au niveau de l'école, etc., à être à ne pas pouvoir continuer à suivre les cours. Et donc, il y a eu un abandon au niveau pédagogique, au niveau de l'éducatif. Ce grand défi a mis en avant la difficulté culturelle des enfants à suivre les enfants, parce que souvent les parents n'étaient pas préparés à faire cela. On peut penser à cette expérience de l'école et on peut penser à ce qui adviendra dans les prochains mois lors de la réouverture de ces écoles. Donc, il faut voir par rapport à cette alternative digitale, on doit
On doit former les adultes, que ce soit les éducateurs, que ce soit les parents. Et nous voyons comment l'enseignement à la maison a eu des limites. On voit au Chili, au Mexique, et on voit donc que ce n'est pas facile de mettre en place une éducation à distance. Et puis aussi, voyons que les parents ont été souvent engagés dans le travail, un travail à distance. Donc, tout le monde était en train de travailler, mais ça n'a pas aidé non plus ces enfants à recevoir l'attention nécessaire de la part de la famille, puisque eux-mêmes devaient travailler, enfin les parents devaient travailler à distance. Une autre partie, c'est comment aider de façon adéquate les enfants et les adolescents. On doit considérer toute cette partie, disons, d'Internet, parce que dans ces derniers mois, nous avons vu comment parfois ces instruments ont failli, ont exclu. Alors, ce qui est advenu, la fermeture de l'école a été a aussi engendré une clôture d'autres activités des enfants, que ce soit des activités musicales, artistiques, sportives, etc., etc. Donc les enfants ont perdu le rapport avec leurs éducateurs, les autres enfants, les autres jeunes. Et ce manque de références, qui sont pour eux fondamentales, ont créé de grands dommages. Et il y a eu des expériences, bien sûr, au niveau digital, au niveau d'Internet, mais cela n'est pas suffisant. Le besoin d'interagir avec leur père est nécessaire pour croître, pour grandir. Et ceci est un sujet, le sujet de la distance sociale, qui a porté les enfants à vivre difficilement cette période. Parce que souvent, les enfants n'étaient pas conscients de cette situation sanitaire. Et donc, un autre élément qui a été considéré, c'est l'absence de rapport avec les grands-parents, parce que les grands-parents sont très importants et ces figures-là ont été absentes pendant longtemps à cause des motifs sanitaires et ça a eu des répercussions, bien sûr, sur ces enfants. Et ce sujet du fonctionnement de la famille est ce que nous avons vu, ce qui est très important, ce que nous devons considérer. On doit voir là des familles qui ont pu être proches des enfants, qui ont pu former les enfants, qui ont pu jouer, qui ont pu être présents. Et peut-être il y a eu plus d'opportunités à ce moment-là pour certaines familles, pour certains enfants, d'être ensemble avec leurs frères et sœurs, de trouver des activités ensemble, de créer des choses, d'utiliser du matériel didactique. Mais pour beaucoup d'autres familles, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des risques, il y a eu des problèmes. Donc, cela dépend aussi de la fragilité ou non des familles, qui a eu un effet sur les enfants. D'un autre côté, un autre aspect qui concerne les enfants, les adolescents, pardon, et qu'ils n'ont pas pu être en contact avec leur père. Une utilisation des moyens d'Internet qui ont été vraiment très utilisés, mais ce n'est pas pareil que le rapport direct. Alors, les enfants parlent très peu de cette expérience. Et puis souvent, ils ont été victimes de situations traumatisantes. Mais ils ont parfois des difficultés à articuler. Donc, ça a été quelque chose de très profond et on devra travailler avec des adultes dans les prochains mois pour essayer de trouver un sens
à tout ce qui est arrivé, et cela supposera un grand travail parce que souvent il y a eu des problèmes des enfants, par exemple l'anxiété, les peurs, le trouble du sommeil, et cetera. Tout ceci porte à des souffrances que l'on devra essayer d'observer prochainement. Disons que dans cette période du Covid, tout ceci, il y a un rapport de l'UNICEF de juin 2020 et les recherches que nous sommes en train de faire, on nous voit comment tout est en train d'augmenter au niveau mondial. Il y a eu un moment d'anxiété, de peur et aussi la peur de la perte. Et ceci est lié aux images que nous avons vues hein, dans les divers médias de souffrance, de mort. Vivre, d'y vivre pour ces enfants dans un état d'anxiété, de peur, parce que parfois ils ont perdu leurs êtres chers, ça n'a pas été facile. Et dans les familles où on a parlé de tout cela, eh bien, les enfants ont pu réagir d'une façon un peu plus positive plutôt que des enfants qui ont été laissés un peu tout seuls, abandonnés à eux-mêmes, où on ne leur a pas communiqué cette situation et donc ils ont été confrontés par eux-mêmes à la situation. Là où il n'y avait pas un réseau familial adéquat, eh bien, on a pu avoir des symptômes classiques de stress, donc les PTSD. Donc, nous nous rendons compte que ces signaux sont liés surtout au comportement des enfants où il n'y a pas un processus mental qui permet aux enfants de comprendre et d'avoir un comportement et donc ça provoque des comportements d'agressivité, d'incapacité d'élaboration, et cetera, parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur souffrance. Alors, les enfants réagissent de différentes façons et cela dépend de leur âge, bien sûr, mais il y a ces symptômes dont on a parlé déjà, c'est-à-dire de troubles du sommeil, d'irritabilité, heu, de solitude et c'est de ce sens de ne pas être à la bonne place parce qu'ils ne savent pas quoi faire exactement et donc tout ceci est lié à comment la fille vit, comment la famille vit cette situation. Donc les parents, c'est vraiment un point déterminant. S'il y a une souffrance dans la famille, eh bien naturellement les enfants vont en souffrir également et c'est ce que nous avons vu. Il y a des familles, qui sont en souffrance et donc il y a eu aussi, une augmentation des violences, au sein des familles et donc les enfants ont dû assister à ces violences qui ont augmenté et parfois ils ont été victimes de ces violences également. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que l'absence de services psychiatriques, l'absence de services d'aide ont porté ces enfants souvent, handicapés ou qui ont des difficultés particulières à être encore plus victimes. Des enfants qui ont été, accueillis dans des familles ou dans des lieux d'accueil, eh bien, tout ceci a été fermé. Donc pour l'enfant, c'est difficile de comprendre pourquoi. Pourquoi les personnes qui doivent s'occuper d'eux n'ont plus pu le faire et c'est pourquoi il est si important de communiquer avec les enfants en essayant de s'adapter à eux-mêmes, en adaptant notre langage à leur âge et
Dans la diapositive suivante, vous allez voir ici des ressources utiles qui peuvent être téléchargées, qui peuvent être utilisées, qui peuvent être lues avec attention, sachant que dans ces prochains mois, la plupart des associations internationales et nationales ont produit des articles pour aider les éducateurs, les parents, afin qu'ils puissent discuter avec leurs enfants. Alors, nous allons parler maintenant des facteurs protectifs et à risque. Disons qu'un élément qui est important, c'est que les enfants ont un peu fui, le monde réel et se sont, disons, abrités dans ce monde technologique et ils ont donc développé des activités dans les réseaux sociaux, ils ont fait plus de jeux online. Bien sûr, cela a permis aux enfants de maintenir des relations avec leur père, avec, des figures de référence comme les parents et cetera, avec des éducateurs. Ils ont pu exprimer leurs idées, leurs opinions, ils ont pu, partager entre eux. Mais d'un autre côté, tout ceci a porté aussi à l'utilisation excessive, non seulement de ce instrument-là, parce qu'il y a eu beaucoup plus une explosion du temps passé devant les écrans et ils ont pu partager entre eux des matériaux, des images parfois intimes avec bien sûr des conséquences assez difficiles. C'est un élément qui s'est ajouté et ils ont pu aussi être des victimes de prédateurs sexuels. Il y a eu des rapports par 2 associations il y a quelques jours et disent qu'il y a eu une augmentation d'abus online de la part d'adultes d'adultes qui, sont des prédateurs. Et puis il y a aussi le harcèlement scolaire, le harcèlement enfin pas scolaire dans ce temps-là, mais le harcèlement, vis-à-vis des enfants, online. Le confinement a eu des impacts importants sur la famille et il y a eu des violences psychologiques, physiques, des abus sexuels qui ont explosé et tous ceux qui travaillent dans le secteur le savent. Pour les enfants, il n'était pas possible, les victimes, ce n'était pas possible et même pour les membres de la famille, il n'était pas possible de dénoncer ces situations parce que tous les services, étaient fermés ou non accessibles. Ceci a porté bien sûr à plus de souffrance encore au sein des familles, parmi les enfants et un autre élément aussi qui est réel et qui nous préoccupe tous, c'est que la perte du travail, l'isolement, les peurs des adultes, surtout, parce que s'il y a eu des pertes, que ce soit, des pertes au niveau des vies humaines ou des pertes à d'autres niveaux, tout ceci a porté à des situations de risque pour les enfants. Donc nous devons aujourd'hui être très attentifs à ces différentes fragilités. Par exemple, la pauvreté portera et aura pour effet d'autres problèmes que l'on peut prévoir d'ailleurs, hein. Prochaine, ces situations qui sont des situations très stressantes, et sources de souffrance pendant l'enfance et pendant l'adolescence, peuvent avoir des conséquences graves. Au Nous savons déjà que tout ce qui advient dans l'âge
de l'enfance à l'adolescence aura des effets. Donc, et il faut préserver les enfants. Nous devons être très attentifs aux premiers signaux de cette souffrance et voir aussi au niveau social, éducatif et familial pour essayer de trouver des réponses, sachant que il est plus facile il est plus facile d'agir tout de suite si on peut, pour éviter des problèmes plus tard. Donc nous devons faire très attention à développer des signes développer des stratégies préventives, essayer de comprendre précocement ce qui advient et il faut créer avoir des structures où les enfants peuvent s'exprimer. Parfois, il est difficile pour, les enfants de demander de l'aide comme c'est le cas pour toutes les victimes. Donc il faut faire en sorte que les enfants puissent avoir un facile accès à des services, à des personnes qui puissent accueillir leurs souffrances et nous devons, nous adultes, il faut que nous comprenions les alertes, les signaux que les enfants nous lancent à travers des paroles, à travers des, heu, des signes et que nous devons interpréter. Donc ceci demande un rôle important que nous devons jouer d'écoute des enfants et il faut qu'il y ait une grande empathie de notre part. Il faut que nous puissions les écouter, s'ils sont irrités, s'ils sont agités, s'ils sont et cetera. Souvent, eh bien, il faut les écouter, mais il ne faut pas les juger. Il ne faut il faut les écouter avec respect parce que tout ce qu'ils nous racontent est important et donc l'aide peut venir après l'écoute. Un élément que je souhaiterais souligner et c'est un thème que nous voyons, c'est le nombre de suicides qui est augmenté, la dépression aussi, le cas de nombre de dépression. Voilà, heu, un nombre de suicides et un nombre de dépressions qui a augmenté de façon significative. C'est un signal pour que nous soyons attentifs et pour que nous puissions prendre soin de ces situations. Alors un élément important comme ressource pour prendre en charge tout cela, c'est la résilience. Il faut essayer de transformer ce qui est négatif, ces symptômes, en quelque chose qui devient positif. Donc en partant des enfants, en utilisant leurs compétences et c'est l'élément que nous devons utiliser lorsque nous évaluons les familles, le contexte social et cetera. Nous devons voir quels sont les éléments forts, quelles sont les compétences et pas seulement les points négatifs. Donc ça doit être un modèle que nous pouvons utiliser afin d'aider ces enfants, afin qu'ils puissent trouver des réponses adéquates en cherchant de voir comment comment pouvoir intervenir de façon adéquate et et puis essayer de faire en sorte que cette, intervention soit à moyen, long terme. Il suffit pas de résoudre une situation, il faut aussi penser sur le long terme. Ici, encore une fois, nous avons des ressources. Il y a des articles ici que vous pouvez utiliser. C'est le droit des victimes, comment les enfants peuvent soutenir leur enfant à travers la perte, liée au Covid. Voilà, c'est un article des Nations unies et maintenant, je veux parler de l'importance de l'écoute et du soutien des enfants. Il est important que tous ceux et celles qui sont engagés et qui veulent protéger les enfants et qui développent des politiques de protection vis-à-vis de l'enfant
eh bien, ils doivent être en mesure d'écouter, de les écouter. Les enfants doivent se sentir accueillis, les enfants doivent pouvoir parler avec quelqu'un et il est très important que cette image de référence peut être un éducateur, peut-être un assistant social, peut être quelqu'un au niveau du système éducatif. Il faut voir à quel niveau on peut écouter et puis ensuite, éventuellement, on peut demander de l'aide. On peut éventuellement passer cette situation à quelqu'un d'autre qui pourra résoudre cette situation mieux. Mais il faut que l'enfant puisse demander de l'aide. Et pour moi, il y a un thème qui est central, c'est de créer une équipe. Parce que parfois, tout seul, on ne peut pas affronter certains sujets, on ne peut pas aider toutes les victimes, on ne peut pas aider toutes les situations. Donc, ça veut dire construire ensemble une équipe de travail qui peut travailler ensemble, qui peut réfléchir ensemble, qui peut avoir des projets ensemble pour intervenir. Et des projets en réseau qui se mettent en rapport avec d'autres aussi, avec d'autres agences, avec d'autres agents, pardon. Cela veut dire aussi partager les savoirs. Les enfants entre eux peuvent s'entraider aussi, mais s'il y a quelqu'un, un leader du groupe, s'il y a un projet qui peut les inclure, mais vraiment l'entraide entre jeunes est quelque chose d'important aussi, si possible. Et le rapport aussi entre jeunes et éducateurs. Donc on peut dire, voilà, un jeune, dans 6 mois, eh bien, reviens me voir, etc. Voilà. Un élément important et que je souhaiterais mentionner également est celui des lignes d'écoute, des lignes téléphoniques, des lignes d'assistance. Nous avons créé Telefono Azzurro, qui est une ligne d'assistance pour l'enfance il y a plus de 30 ans. Parce que nous nous sommes rendus compte que les jeunes, que les adolescents, que parfois même les adultes ont besoin d'être aidés ou bien ils demandent de l'info pour aider les enfants et ils appellent ces lignes d'écoute et ces lignes d'assistance dans tout le monde. Vous voyez qu'il y en a un peu partout dans le monde, ainsi que vous le voyez ici, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, etc. Et toutes ces lignes d'assistance, toutes ces lignes directes, eh bien, c'est là où les enfants ou les jeunes peuvent trouver de l'aide et pour pouvoir affronter des situations difficiles. L'écoute est extrêmement importante. Et nous l'avons vécu dans ces 30 ans où nous avons ouvert le Telefono Azzurro, cette ligne d'assistance. Nous avons participé en Italie. Alors, ce Telefono Azzurro est adressé aux enfants. C'est un numéro d'urgence qui est ouvert tout le temps. Il y a aussi une ligne pour les enfants, pour disparus, pour les jeunes disparus. Et nous avons une augmentation des appels dans ces derniers mois assez considérable. Il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes à travers le téléphone, à travers l'email, attraverso le linee di ascolto, à travers toutes ces lignes le chat. et à travers le chat. Et tout ceci, c'est un élément important pour essayer de trouver des réponses aux problèmes des enfants. Mi scusi un momento. Excusez-moi. Abbiamo un problema con le traduzioni. Può aspettare solo un momento, per favore? Juste un instant. Sì, Moi, j'entends tout le monde aussi. Hein. Dove sei?
Oui, les langues se chevauchent, on entend tout le monde. Adesso io non posso più parlare. Sì, professore, mi scusi, abbiamo un problema con le nous avons un traduzioni problème che avec stiamo risolvendo. l'interprétation. Nous sommes en train de trouver une solution. Ilaria dall'italiano allo spagnolo sì. E francese. Dall'italiano. Carla al francese. Michele, fammi sulla posta. Attenzione a mettere il speaker di Ok, I think dovrebbe funzionare. Vogliamo fare una prova? Bene, allora come tante agenzie, Sì. questi... Non c'è il francese. D'accordo. Anglais, pas français, portugais ou italien d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez me changer la langue, la deuxième? Le français est bon, il me faut l'anglais. Te lo sta facendo. Merci, merci beaucoup. Sì. Grazie Patrizia. Perfetto, grazie, perfetto. Merci. Bon, alors, beaucoup de commissions internationales ont mis en ligne du matériel qui peut être utilisé pour affronter ce genre de problème. C'est des thématiques très complexes. Dans ce cas-là, il y a la commission australienne qui nous parle de sujets pour comment affronter ensemble la pandémie du Covid-19. Alors, voilà, et le téléphone Azzurro, il a préparé aussi un matériel que vous pouvez de toute façon télécharger si vous le souhaitez. Et il est en italien, mais il nous permet de faire face à ces sujets en donnant quelques indications et comment voir ensemble suivant. Ici encore, vous avez encore d'autres ressources que vous pouvez utiliser. Voilà. Comment affronter la situation Covid. Moi j'entends pas le... Patrizia, ti sto ascoltando. Alors. Ah, zut. Alors moi, j'entends plus le professeur là. J'entends Patricia Morganté, mais pas le professeur. Hein.
Alors, je continue à parler afin de... Moi, j'entends Patricia, mais j'entends plus personne. Alors, voyons voir. Je continue à parler. Professeur, vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Alors, je vais conclure. J'ai voulu mettre cette diapo parce que notre travail concerne le droit, les droits des victimes. Et dans ce cas-là, c'est le droit des enfants, de ceux qui sont fragiles. Nous devons voir comment nous pouvons donner des réponses et nous devons bien sûr parler avec ces enfants, parler avec ces jeunes, même en ce moment si particulier, pour construire autour d'eux un environnement qui peut les protéger. Et quand il y a des situations délicates, où il y a par exemple des violences en famille, nous devons pouvoir dénoncer ces crimes, ou bien en tout cas les signaler, parce qu'ils peuvent être victimes de violences domestiques ou d'autres violences. Nous devons mettre en œuvre les meilleures ressources afin de pouvoir les aider, les soigner, les personnes en difficulté, les victimes d'ailleurs. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent être en rapport avec les différents services. Et nous devons faire un lien parmi tous ceux qui s'occupent des enfants. Il y a un document ici de la Commission européenne qui a été publié il y a quelques jours, qui parle justement de s'assurer des droits des victimes. Alors, ici, on voit des points clés et des perspectives. Il faut qu'il y ait un réseau afin de rapporter, de dénoncer, de signaler les situations inappropriées en impliquant tous les professionnels qui sont dans ce domaine afin qu'ils puissent apporter un soin adéquat. Et c'est lié à des instruments qui sont liés à des recherches, à des enquêtes. Ce qui est important, c'est la connaissance et c'est la prévention. Et que l'on sache aussi quels sont les droits des enfants. Il faut essayer de faire en sorte que les institutions, partout dans le monde, et que toutes les réalités, les sociétés et les organisations qui s'occupent des enfants soient unies afin de mettre la lumière sur ceux qui sont le plus fragiles. Et je dirais que je vais finir par une citation du Saint-Père qu'il a présentée en 2019 à l'Académie des sciences pontificales, où le Saint-Père nous dit que nous devons bannir de la surface de la terre la violence et toute force d'abus contre les enfants. Nous devons permettre, nous devons les regarder dans les yeux et nous devons les voir comme nos enfants, nos filles et nos filles, nos fils et nos filles, nous devons les aimer comme des chefs-d'œuvre de Dieu, comme des enfants de Dieu. Ils ont le droit à la vie, ils ont le droit d'avoir une belle vie et il est de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de leur assurer, de leur garantir ce droit. Dans ces derniers mois, malheureusement, tout ceci n'a pas été vrai et il faut être encore plus engagé dans la protection de l'enfance et de l'adolescence, de ceux qui sont fragiles dans notre société. Merci. Merci infiniment, professeur. Merci
pour votre intervention. Merci aussi pour tous ces mots que vous nous avez dit, qui ont été les mots du pape. Nous allons voir à présent les questions que les participants ont déjà envoyées lors de l'inscription au webinaire. Et je vous invite à présent à poser des questions si vous le souhaitez, en les écrivant sur le chat de façon privée à moi, Rosanna Giocametti, et à Claudia. Donc, Rosanna et Claudia, vous pouvez leur écrire et nous allons les poser au professeur. Nous allons commencer par une question que nous avons déjà reçue, qui est celle-ci. Comment aider les parents à comprendre les besoins des enfants, le besoin de sécurité des enfants lorsque ceux-ci utilisent les réseaux sociaux? Alors, le premier élément est celui de pouvoir être avec eux sur ce chemin d'apprentissage. Quand ils sont petits, parce que nous savons déjà que l'utilisation de tout ce qui est digital ou technologique advient dans les premières années de vie. Et donc, les enfants ont entre les mains des instruments qui peuvent être dangereux pour eux, surtout s'ils ne sont pas protégés. Cela veut dire pour les parents d'être auprès d'eux en leur enseignant l'utilisation de ces instruments, en activant les mesures de parental control, de contrôle parental, surtout pour les plus jeunes, et surtout aussi en regardant comment ces enfants utilisent ces différents instruments, ces jeux, etc. Cela demande, bien sûr, de la part des adultes, une grande attention, cet aspect de présence et de compréhension. Un autre problème est celui de voir là où est le risque. Par exemple, lorsque le contact est avec un adulte et les enfants partagent des images ou des informations personnelles. Donc voilà, parce que le réseau est ouvert et beaucoup de personnes peuvent rentrer et naturellement, il y a des risques. Nous le savons, les jeunes utilisent ce réseau comme si c'était un peu leur, disons, leur jardin secret, leur réseau personnel. Or, ce n'est pas le cas. Parfois, les enfants ne pensent pas à certaines choses et donc ils partagent des images qui vont rester là. Ça, il faut éduquer les enfants dans l'utilisation de ces moyens technologiques et signaler aux autorités compétentes les problèmes s'il y en a, bien sûr. Il y a partout dans le monde des, centres, particuliers où on peut signaler là où il y a des situations, particulières. Et ces différents centres collaborent entre eux afin de pouvoir bloquer, heu, des images ou des personnes. On pense aussi à des images de violence de harcèlement entre jeunes qui sont enregistrées par le smartphone d'autres compagnons et agir. Il faut trouver des moyens d'agir, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est que les adultes et les parents, bien sûr, eh bien, connaissent bien ces instruments technologiques et ces instruments, s'ils sont bien utilisés, sachant que certains de ces instruments technologiques sont plus protégés et peuvent être moins source de problèmes. Merci. Je voudrais rassurer les participants, ceux qui, veulent avoir, le matériel. On va avoir, en disposition le matériel en 5 langues, comme cela a été dit. La question que je voudrais vous adresser, c'est celle-ci. Selon l'expérience que vous avez eue, dernièrement avec l'apprentissage online et la réouverture des écoles, comment aider les enfants à élaborer ce qui a été vécu pour reprendre de façon positive tout cela et aussi
reprendre le chemin de l'école. Alors, il va falloir revoir les modalités en essayant d'intégrer la présence, enfin le présentiel avec le online. Il faut, aider le partage des émotions, des expériences vécues, lors, du confinement. Cela signifie que les professeurs doivent pouvoir accueillir, ces expressions de souffrance ou ces expressions d'anxiété et que ces personnes, ces enseignants vont devoir éventuellement partager cela avec, d'autres personnes spécialistes qui pourront prendre en charge pour essayer d'aider, ces jeunes, d'aider les familles. Ce qui est important aussi, c'est de donner à ces jeunes un sens du futur, un sens de l'avenir, en écoutant leur voix pour comprendre aussi comment faire face à la formation. Parce que tout ceci a changé dans ces derniers mois. Comment mettre en valeur ce que les enfants ou les jeunes ont acquis, comment trouver de nouveaux moyens d'apprentissage, en cherchant aussi de faire en sorte que ces jeunes voient ces mois qui se sont écoulés comme, de façon positive. Il faut que il faut que l'éducation réponde à toutes ces nouvelles exigences. Merci. Une autre question? Quels sont les nouveaux défis dans la prévention des abus, surtout dans ce contexte actuel? Alors, le manque d'organisation présente, ouverte, et cetera, dans ces derniers mois, on se rend compte qu'il est fondamental d'avoir un réseau actif, de protection de l'enfance. On ne peut pas fermer ce genre de service. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas essentiels. Un enfant fragile, un enfant en difficulté au sein d'une famille où il y a de difficultés sociales, où il y a de la violence, où il y a des comportements, erronés, eh bien, il faut qu'il y ait une présence d'agents et d'organisations qui peuvent protéger. Et puis, il faut que, ces enfants soient soutenus. Nos services téléphoniques, digitaux, et cetera, eh bien, leur a permis de faire sentir à ces enfants qu'ils ne sont pas tout seuls. Lorsqu'il y a une violence domestique, sur le père, sur la mère, on voit que les enfants souffrent beaucoup de voir ces situations et ils demandent de l'aide et ne pas donner de réponse porte les enfants à être isolés, à être victimes de grandes souffrances. Il faut éviter tout cela et ces mois-ci nous ont appris qu'il faut élargir ces services en faveur de l'enfance et surtout, il faut prendre soin des enfants, des tout petits, des 0-6 ans. Parce qu'il faut que ces enfants aussi aient une réponse adéquate. C'est un élément clé qui demande un grand engagement de la part des différents États parce que l'éducation, l'aide, le soutien des enfants soit un point central. On ne peut pas fermer tous les services, les écoles et le reste. Il faut soutenir aussi les familles afin qu'elles puissent faire face à ces situations et qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants. Un autre aspect qui est un aspect et qui reste un aspect critique, c'est l'absence des grands-parents. Les grands-parents, souvent, les aident.
Merci beaucoup. Une autre question? Quel, réseau, à quel réseau pouvons-nous nous adresser? Alors, le point positif, c'est qu'il y a eu la constitution d'un réseau. Moi, j'ai participé ces derniers mois à des rencontres. On a essayé de trouver des points de rencontre, en élargissant un petit peu, notre savoir-faire et cetera, et c'est important. Les congrégations ont beaucoup de possibilités de pouvoir aider, d'acquérir des compétences, d'aider, se mettre en contact avec des agences qui se chargent de ce genre de choses. Il faut construire toujours davantage, il faut savoir, qu'il faut établir des mesures standards, entre guillemets «standards», afin de pouvoir apporter des réponses. N'oublions pas qu'en ce moment, il y a des pays où les enfants n'ont aucun type, d'attention. Ils sont victimes de, de trafic, de trafic d'êtres humains. Tous les enfants doivent être respectés, quel que soit le lieu où ils sont, où ils habitent. Ils doivent pouvoir accéder à ces ressources, et nous aussi, associations, organisations et cetera, nous devons faire un effort en commun, pour aider ceux qui sont les plus fragiles, les plus faibles. Merci. Encore une question? Comment aider les enfants à partager leurs émotions? Comment accueillons-nous leur souffrance? Comment pouvons-nous la sentir ou la ressentir? Alors qu'il y a, vous avez parlé de dépression ou d'irritabilité, est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Alors les enfants, lorsqu'ils souffrent, souvent, ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas parler de leurs émotions, et parfois ils évitent le rapport direct. Le rapport est devenu plus difficile aujourd'hui, le contact humain est devenu plus difficile, le rapport physique est devenu difficile, donc cette distance sociale, cette distance physique porte, à des difficultés, et il faut essayer de voir, hem, dans le comportement des enfants, les expressions du visage qui peuvent, nous nous faire comprendre comment ils vivent cette expérience. Il faut essayer d'être empathique, transmettre des messages positifs qui peut nous aider à établir une relation plus profonde avec eux, à être plus proche d'eux, et ceci peut les aider à faire face à leurs peurs. Je crois que ce sujet du fait d'accueillir les symptômes est quelque chose de central. Cela parle de l'expérience. Il est important de voir les différents signaux. Bien sûr, il faut être très attentif. On peut peut-être, être aidé par des experts. Il faut, revenir à des relations plus normales, hem et si c'est possible, il faut que cela soit fait. Il faut, alors aujourd'hui, les interactions entre personnes du même âge sont limitées. On le voit déjà, hein, puisque les écoles et tout ça, ce qu'on a dit, il faut comprendre, et il faut que les enfants apprennent en utilisant des instruments différents, par exemple des histoires, des dessins qui, peuvent aider ces enfants à affronter d'une façon un peu moins traumatique, et qui peut aider les adultes à mieux les comprendre. Encore une question? Au Brésil,
Il y a beaucoup d'enfants qui ont du smartphone. Dans cette période de pandémie, ils sont très connectés et les parents aussi. Comment comment demander aux parents d'être plus attentifs à leurs enfants et à ceux qui sont en train de consulter sur leur téléphone? Nous devons faire un gros effort. Les parents doivent se rendre compte que les enfants ne peuvent pas être laissés devant le monde technologique et digital tout seuls. Il faut construire une alliance que nous avons, disons, une situation que nous avons mentionnée lors de la conférence dont j'ai parlé, parce que les sociétés doivent être plus respectueuses des droits des enfants en évitant qu'ils n'aient pas accès à du matériel inadéquat pour eux ou inapproprié pour eux. Les États aussi peuvent faire quelque chose. Il faut que les enfants ne doivent pas avoir accès à du matériel, par exemple, pornographique ou toxique, etc. Les adultes peuvent aussi éduquer les enfants, éduquer leur sens critique, mais ils doivent être leur exemple aussi. Le parent ne peuvent pas faire certaines choses et puis interdire à l'enfant d'autres choses. Donc voilà, ils ne peuvent pas utiliser des services, inappropriés et ensuite demander à l'enfant de ne pas les utiliser. Donc nous devons aussi à dire que le monde digital, des enfants est très ample. Et que les chats des enfants où les parents ne rentrent pas, ils peuvent partager des paroles, des images. Le jeu, les enfants passent des heures et des heures devant des jeux qui parfois sont très violents et peuvent avoir des effets sur, la partie cognitive. Donc tout ceci, il faut bien connaître tous ces instruments. L'école n'est pas suffisante parce que les adultes doivent être conscients des risques et les institutions doivent en faire davantage pour être très attentifs à tout cela, à être attentifs au monde des adultes et parce que les enfants ne peuvent pas éviter par eux-mêmes tous ces dangers et toutes ces difficultés. Encore une autre question que nous avons reçue? Comment s'occuper comment faire face aux situations d'angoisse des enfants face à la mort? Parce qu'on a vu malheureusement lors du covid qu'il y a eu des questions de mort, hein. C'est un thème très délicat, le thème de la mort, alors les enfants, c'est un peu la séparation, c'est et plus il y a un lien fort avec la personne qui décède, plus, cela devient difficile. C'est un sujet très profond et cela provoque une grande souffrance. Il faut parler avec les enfants, assez tôt, de la maladie, de la mort. C'est une culture que la mort, respecter la mort, en parler, en répondant à des questions, avec prudence, avec attention, en ne pas il y a des cérémonies parfois qui peuvent avoir des, éléments sociaux et cetera, qui peuvent les choquer, de façon dans leurs émotions. Il faut toujours être très attentif à comprendre comment parler, de quelle façon et cetera. Mais c'est un sujet qui doit être abordé et en revenant aux technologies, les jeunes sont face à des messages qui sont peu attentifs à l'âge des enfants. Les informations et cetera, sont liées enfin sont pour le monde des adultes, hein, et ils prennent peu, en considération ces jeunes, ces enfants.
il faut affronter avec eux certains sujets, par exemple, en regardant une vidéo ou un film en Italie, comme partout ailleurs, il y a eu pas mal de victimes. Il y a eu, des images, assez choquantes voilà, de décès, et ces images ont été vues souvent par les enfants. Il faut affronter tout cela en établissant un dialogue et en répondant aux questions des enfants qui sont souvent et parfois difficiles, mais il faut apporter des réponses. Le deuil est quelque chose qu'il faut élaborer, le deuil est quelque chose c'est un processus qu'il faut suivre. Voilà. Vous avez une autre question, vous avez parlé de la résilience. Comment pouvons-nous promouvoir cette résilience là où les ressources sont limitées, là où les parents ou les tuteurs sont sous pression parce que ils doivent, faire face à des situations, extrêmement difficiles au niveau financier. Alors c'est un sujet bien sûr important parce qu'il faut récupérer, des énergies. C'est, le rôle des États de donner de la force, pour que les familles puissent trouver les bonnes ressources, mais la communauté et la famille doivent trouver des ressources afin de pouvoir, aller de l'avant. Alors si on aide les adultes, si on aide les parents, donc ainsi les parents et les adultes pourront répondre, aux besoins des enfants et pourront soutenir, ces enfants dans leurs difficultés. Il faut construire des structures, par exemple l'école ou autre, où les enfants pourront, développer leurs, connaissances, leurs émotions et cetera, en pensant à l'avenir, en pensant à la et ça veut dire penser aussi à la dignité de la personne, qui doit être protégée de toutes les façons possibles. Il faut valoriser les capacités de cet enfant. Il faut trouver des moyens afin que les enfants, les jeunes aient un rêve et qu'ils aient aussi des défis en ayant des figures fortes d'adultes auprès d'eux qui puissent les aider. Il faut créer un système. Ainsi, la résilience devient un élément central. Tout le monde travaille afin euh, de donner, de donner de responsabiliser, et toutes ces réalités doivent travailler, collaborer ensemble pour trouver une réponse à cette pandémie, non seulement au niveau sanitaire, mais aussi au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau de l'avenir, etc. Encore une autre question qui a à voir avec les activités pastorales. Est-ce que vous pourriez suggérer quelque chose par rapport à la reprise des activités pastorales auprès des jeunes? Alors ça a été un des sujets qu'on a abordé lors des conférences épiscopales. Il y a eu une écoute des possibilités, pour créer des réseaux, des contacts pour les enfants, en faveur des enfants. Là où il y avait manque d'un lieu religieux qui puisse les aider, eh bien, pour les enfants, il est fondamental aujourd'hui de trouver un équilibre disons, dans des activités qui sont en lien avec la religion, avec la famille, avec l'Église. Ce qui je peux dire que c'est un manque d'attention par rapport à la vie, et le côté sanitaire, bien sûr, est très important, naturellement, hein. Moi, j'ai poussé à l'ouverture des centres
des centres, des colonies de vacances ou des centres pour les jeunes et en Italie. Et j'espère que cela deviendra dans d'autres parties du monde. L'Église doit faire attention à ce besoin de la communauté à être ensemble, à faire face à ces défis pour pouvoir aider les plus fragiles. C'est dans ce cas-ci les jeunes, les adolescents. Cela demande un gros travail, un défi qui durera pendant des mois. Et le Saint-Père nous demande de faire attention à tout cela, de faire attention à toutes ces populations plus fragiles. Une autre question par rapport à la difficulté que nous avons aujourd'hui par rapport à l'école. En Italie, par exemple, nous disons on n'a pas de place pour 1 million d'étudiants, des directeurs des écoles font face à des situations parce qu'on n'a pas l'espace nécessaire. On a des restaurants qui proposent des lieux parce qu'il n'y a pas assez d'espace au niveau des écoles, enfin, c'est parce qu'on n'a pas d'espace physique pour tous ces étudiants. Le thème de l'école est un thème que nous devons donc qui est très important et qui doit être au centre des politiques de chaque pays. Ce n'est pas un fait marginal. L'école n'est pas est un moment de croissance de la personne. Sans éducation, il n'y a pas de développement. Sans éducation, les enfants ne peuvent pas mûrir et avoir des connaissances. Donc, il faut que l'école fonctionne, qu'elle soit ouverte. Elle peut être différente par rapport à l'école précédente. Bien sûr, elle sera différente. Elle sera peut-être plus technique, plus technologique, pardon. Mais il faut investir dans l'école afin que les enfants et les jeunes aient un avenir. C'est ce que tout le monde demande et nous demandons que les associations, que les congrégations, etc., poussent dans ce sens afin qu'il y ait un respect des plus jeunes, donnant à l'école une place centrale. Les États doivent s'engager réellement afin qu'il y ait des domaines réservés à l'éducation, aux activités associatives. Donc, nous devons nous remettre en jeu tous ensemble. Nous devons utiliser les espaces, par exemple physiques dans nos paroisses, faire des écoles, là où il n'y a pas de lieux qui sont dédiés à l'école. Nous devons utiliser tout ce que nous avons, toutes nos ressources, afin de soutenir ces jeunes, ces enfants, afin de leur offrir tout le soin, toute l'attention possible et aussi un avenir. Merci. La dernière question maintenant. Alors, nous avons reçu cette question. Comment continuer la formation des enfants et des jeunes face à cet avenir si incertain, pardon. Il y a un grand sens d'anxiété, d'incertitude. Alors, notre éducation doit prêter attention et doit donner aux enfants, aux jeunes, confiance par rapport à leurs capacités, en développant leur tension vis-à-vis du futur. Il doit y avoir un processus d'écoute et il faut qu'ils aient des outils adéquats au moment qu'ils sont en train de vivre, en cherchant de bâtir des parcours dans lesquels les certitudes, même s'il n'y a que des petits signaux, il faut qu'il y ait un sens du temps, de l'avenir, d'un processus, d'un parcours. Tout ceci demandera de la part de nous tous une révision des programmes, une attention vis-à-vis de ces jeunes qui n'y arrivent pas.
et ça veut dire avoir un support adéquat en les aidant à s'exprimer, à être plus autonomes. Cela veut dire que nous tous, nous allons devoir réinventer un parcours éducatif et de soins aussi. On est le risque, c'est de perdre beaucoup de jeunes sur le chemin parce que on peut perdre tous ceux qui sont en difficulté, qui n'y arrivent pas, etc. Il faut vraiment les aider tout particulièrement afin qu'ils puissent continuer sur le chemin. Il faut activer des modèles formatifs nouveaux et d'autres construisant ensemble des parcours qui vont permettre à tous d'atteindre des connaissances que considéraient avant peut-être pas si importantes. J'espère que tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, eh bien, soit utile pour aider à trouver des réponses pour ces jeunes, pour ces adolescents, pas seulement dans nos pays occidentaux, mais partout dans le monde. Merci infiniment, professeur. C'est un merci que je fais au nom de tous. Tout le monde a beaucoup apprécié votre intervention d'aujourd'hui qui conclut ce cycle de 4 rencontres, de 4 webinaires consacrés à ce sujet avec beaucoup de connaissances, etc. Et on vous remercie infiniment. Merci. Merci pour cette opportunité qui m'a été donnée. Je demande à Sœur Pat si elle souhaite ajouter quelque chose pour conclure. Merci infiniment, professeur, pour votre très belle présentation, très intéressante, en mettant l'enfant au centre de notre réflexion. Vous avez décrit comment ce qu'ont vécu les enfants pendant toute cette période, ce qu'ils ont dû absorber, quels ont été leurs sentiments, qu'est-ce qui leur a manqué, les soutiens positifs qui ont été là pour eux. Mais j'aime bien le fait que vous avez souligné la résilience et l'écoute comme des points importants que nous devons développer lorsque nous accompagnons des enfants. Construire la résilience prend du temps, bien sûr, et de la conversation. Au centre, ce que vous avez dit, c'est que l'enfant est un sujet, pas un objet. Et en parlant avec cet enfant, en parlant de choses qui sont importantes, eh bien, cela permet à l'enfant de s'ouvrir, pardon, et à exprimer ce qui fait partie de leur vie. Vous nous avez défiés. J'ai souligné des mots comme réinventer, être créatif, réseau, collaboration, créer des modèles éducatifs nouveaux. Donc, vous nous demandez à tous, nous, entre autres, nous les religieux, comment utiliser les ressources que nous avons pour aider ces enfants. Comment utiliser toutes ces ressources de façon plus créative et plus flexible alors que nous allons vers le futur. Alors que je suis une éducatrice moi-même, j'ai beaucoup réfléchi. Lorsque l'école est fermée, eh bien, cette pandémie nous demande de voir comment nous utilisons les espaces et le temps et d'autres ressources également d'une façon plus créative en mettant l'enfant ou le jeune au centre. Quel est l'intérêt de l'enfant? Quel est l'intérêt du jeune? Qu'est-ce que nous devons faire en faveur de ces enfants? Comment pouvons-nous parler devant les ministères d'éducation, les ministères d'assistance sociale, devant le gouvernement? Vous nous avez rappelé que la vie de chaque enfant est unique et significative et précieuse. Et à la fin,
vous nous avez dit que tous les enfants doivent avoir un rêve. Donc, merci beaucoup pour cette présentation d'aujourd'hui, pour que nous puissions mieux accompagner ces enfants qui sont remis à nos soins et aussi les familles, bien sûr, qui vivent avec eux, les accompagnent pendant une bonne partie de leur vie. Vous nous avez enrichis, vous nous avez provoqués afin que nous réfléchissions davantage sur ce sujet. Merci infiniment, professeur. Bien. La dernière fois, je vous ai parlé du prochain webinaire, mais cette fois-ci, on a conclu. Qu'est-ce que je devrais dire, sœur Pat? Eh bien, nous allons regarder les nombreuses questions. Vous avez regroupé toutes ces différentes questions et en tant qu'organisation, et maintenant que nous avons une commission au sein de l'USG et de l'USG pour le soin, eh bien, nous allons prendre toutes ces questions, nous allons tout regarder avec nos collaborateurs, avec la Commission Vaticane, avec les commissions de protection de l'enfance, avec le téléphone Azzurro, et nous allons voir ce que nous pouvons proposer à partir du mois de septembre pour que des ressources pour que nous puissions approfondir notre connaissance, nous puissions améliorer nos pratiques afin que les enfants et afin que les adultes vulnérables soient en sécurité. Donc, mes derniers mots, ma dernière réflexion est regardez le site USG, regardez les autres plateformes pour voir ce que nous allons vous offrir à partir de septembre. Et merci à tous les participants pour les questions que vous avez posées. Ceci est très, très intéressant et très précieux alors que nous pensons à notre avenir. Bien. Donc, Patricia, normalement, dit les derniers mots de